Et tout l'objet de ce colloque, de cette table ronde tout particulièrement, me parle. Je suis directeur d'une association importante qui s'appelle Interservices Migrants Interprétariat. Je crois qu'il n'y a pas un micro ouvert. Et nous, pour ceux qui ne connaissent pas, pour juste vous situer, c'est une association qui a été créée il y a 48 ans dans le but justement d'être cette interface entre les migrants qui viennent en France, qui continuent de venir, les demandeurs d'asile, mais qui ne parlent pas le français, les accompagner dans leur rencontre avec les services publics. L'hôpital, les pompiers, la police, les services sociaux, etc., etc. Donc à ce jour, nous sommes l'organisme d'interprétation, de médiation, c'est un vrai sujet, qui couvre et propose 168 langues et dialectes. C'est déjà un sujet de colloque à lui tout seul, que de parler de dialectes et de langues. Nous, toutes ces langues-là nous parlent, sont pour nous tout à fait respectables. Et au quotidien, nous avons à mettre en œuvre ce que vous, chercheurs, vous constitue votre matière de réflexion et de recherche. Et nous, au quotidien, nous rencontrons ces problématiques-là, de la formation, des langues minoritaires, des langues qui ne s'écrivent pas, pour lesquelles il faut quand même interpréter en situation médicale, dans un vocabulaire médical qui n'existe pas pour beaucoup de ces langues minoritaires ou populaires ou dialectes. Alors que le français est une langue riche avec des abréviations, etc. À telle enseigne que, alors qu'on couvre toutes les matières, sur les traductions écrites, nous nous refusons par précaution à traduire des rapports médicaux, parce que l'enjeu est vital et c'est compliqué. Donc la rencontre des langues dans l'espace français, ça nous parle. Et plusieurs d'entre vous vont donc évoquer ces sujets-là. Donc je crois qu'on va commencer par par Peter. Alors Peter Rimmer à ma gauche est doctorant en linguistique romane, sciences du langage à l'université Goethe de Francfort en Allemagne et à l'université de Rouen en Normandie. Il est donc de langue allemande maternelle et maîtrise bien le français pour avoir eu le privilège de prendre un café avec lui tout à l'heure. Il travaille sur la restructuration des répertoires langagiers chez les migrants de l'ex-Zaïre, la République du... Excusez-moi. La République du Congo, Lorraine, c'est l'autre Congo. Oui. Pardon. Pardon. Et donc, justement, un peu ce que nous faisons à Interservices Migrants, voilà, il nous parlera de cette problématique de langue africaine au pluriel du Congo, mais dans le contexte français et particulièrement celui de la Lorraine. Après, nous aurons l'intervention de Pascal Sommet, qui lui est docteur en sciences du langage. Il est enseignant-chercheur et spécialiste du FLE, français langue étrangère. Il est membre du CLILAC, ARP. Vous nous direz, Pascal, ce que c'est. Ses axes de recherche sont l'appropriation du français en Afrique francophone subsaharienne, la diversité linguistique et culturelle et les politiques linguistiques. Les travaux de Pascal Sommet portent également sur la prise en compte du système de la langue dans l'enseignement du français, langue première, langue seconde et langue étrangère. Et enfin, je permettrai de le souligner de façon particulière, nous avons Boumedienne Ben Mousset, particulière en ce qui est les compatriotes à moi. Alors je salue un universitaire algérien. L'université algérienne a besoin de respirer, de rencontrer toutes les autres. Alors, M. Ben Mousset est professeur au département de français à l'université Tlemcen, à l'ouest de l'Algérie. Il est directeur du laboratoire d'Ilan Dimed, dynamique des langues et discours en Méditerranée. Il est spécialisé sur les questions linguistiques contrastives, sur la sociolinguistique en général. Il a dirigé plusieurs projets dans ces matières. M. Ben Mousset est responsable
de plusieurs formations en master et en doctorat à la même université. Il est expert au ministère de l'Éducation nationale dans son pays et actuellement, il est conseiller de Madame la ministre de l'Éducation nationale. Mais il tenait à me faire préciser qu'il intervient ici en tant que chercheur universitaire. On est d'accord? Alors Peter, je vous passe la parole immédiatement. Je suis l'un des co-responsables du projet EDAF, l'école doctorale algéro-française. Donc ce projet de grande envergure, avec la collaboration de nos collègues français, on a fait soutenir 1600 magistères et 400 doctorats, thèses de doctorat, entre 2004 et 2016, notamment avec M. Philippe Blanchet, Daniel Coste, Jacqueline Biliez et autres. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, Peter, je vous passe la parole immédiatement pour nous présenter votre problématique. Merci pour cette présentation. Et je voudrais aussi remercier le comité d'organisation ainsi que le comité scientifique pour ce formidable colloque. Et aussi à tous les intervenants ici, vous faites que ce colloque soit vraiment intéressant pour moi et un enrichissement. Je suis vraiment ravi d'être parmi vous et de pouvoir vous présenter mon projet de thèse sur les restructurations des répertoires langagiers de migrants et migrantes originaires de la République du Congo en Lorraine, en co-tutelle entre l'Université de Francfort et de Rouen, sous la direction de Fabienne Lecomte et Jürgen Erfurt. La thématique de ce projet pourrait aussi être intitulée « Comment les voix changent dans la migration » ou « Comment les voix africaines changent dans les voix émergentes ». Mais cela ne remplirait pas les conditions d'un bon titre de thèse, qui doit mettre en avant les notions théoriques employées, ainsi que la population étudiée, même si ces notions sont souvent très abstraites et difficiles à appréhender. Pour cela, je voudrais commencer avec un exemple de restructuration du répertoire langagier qui donne une impression de la complexité de la thématique. Il s'agit d'un extrait du 4e entretien avec Arnaud, dont le nom est anonymisé. Il a immigré en France à l'âge de 17 ans et avait 21 ans au moment de l'entretien. Après qu'Arnaud ait mentionné un décalage de langue entre lui et les jeunes nés en France, je lui ai demandé ce qu'il en entendait. Je vais lire sa réponse en simplifiant. Ben que non, pour moi, qui suis jeune, vu que je suis arrivé à 17 ans, et quand je croise les gars de mon âge, même actuellement, qui sont nés ici, on parle pas de la même façon, tu vois. Ils ont une façon de parler, quand ils parlent, c'est du français, mais avec un peu de l'argot, ouais. J'ai du mal à suivre, des fois. Donc ouais, c'est des fois, ouais, c'est des mots qui sortent de l'ordinaire. Tu sais pas d'où il sort et tout. Bon, le style vestimentaire aussi, ouais. Donc, dans cet extrait, Arnaud a évoqué les différences langagières entre lui et son groupe de pairs, des problèmes de compréhension dus au français avec un peu d'argot, qui pour lui sort de l'ordinaire parce que ce registre ne fait pas partie de son répertoire. En plus, il a évoqué des différences vestimentaires qu'il a développées dans l'extrait suivant. Marque, une chaussure de marque, après, non. Quand tu es habillé comme les jeunes disent d'ici, tu te sens plus proche d'eux, quoi. Je vais pas ramener mes tenues africaines et me promener avec eux, tu vois. Direct, ils vont dire, ouais, celui-là, c'est un blédard et tout. Ouais, voilà. Après, c'est bon, ça frustre, au fur et à mesure, quoi. Quand ils disent, ouais, tu t'intègres pas, un truc du genre. Alors, Arnaud a expliqué que les différences vestimentaires
était entre les vêtements de marque et les tenues africaines. S'il portait ces dernières, on le qualifierait comme blédard, qui aurait un manque de volonté d'intégration, ce qui en fait une stigmatisation qui provoque une frustration. En plus, il a évoqué qu'une adaptation créait la proximité et l'acceptation. Donc sa manière de résoudre ces expériences de rejet est l'application d'une stratégie d'assimilation, qui résulte en une restructuration du répertoire langagier. Comme il s'agit d'une co-occurrence d'éléments sémiotiques agissant en parallèle, on peut supposer que cette restructuration se fait au moins sur ces deux niveaux et que le processus décrit par Arnaud pour le niveau vestimentaire est transférable au côté langagier. C'est-à-dire qu'avec une stratégie d'assimilation, il va acquérir l'argot qui lui manque pour faire partie du groupe. Un peu plus tard dans l'entretien, il a précisé que pour lui, l'argot, c'était les mots arabes, ce qui évoque aussi la question des représentations des langues, variétés et registres. Bon, après cet exemple empirique, je vous présenterai d'abord l'état de la recherche et les problématiques. Ensuite, ma conception d'un répertoire langagier, la méthodologie et quelques tendances de restructuration. L'état de la recherche est assez simple. À partir des années 70, il y a eu des travaux sur le plurilinguisme des migrants et migrantes, surtout dans les écoles de Neuchâtel et Grenoble, mais ces travaux étaient centrés sur les Maghrébins et la migration ibérique. Autour de 2000, on peut parler d'un tournant plurilingue qui a canonisé le plurilinguisme comme champ de recherche grâce à la publication de plusieurs manuels, études et actes de colloques, aussi en Afrique francophone. Mais le plurilinguisme des migrants et migrantes de l'Afrique subsaharienne en France reste peu étudié. Les quelques travaux qui s'y sont intéressés étaient de Lecomte, avant tout avec son étude sur le comportement langagier de la deuxième génération de migrants et migrantes de l'Afrique subsaharienne à Rouen, où les langues africaines étaient présentes dans 80% des familles. Rey et Van den Haven ont reconstruit une biographie linguistique des Bambara à partir de biographies linguistiques individuelles. Deprez, pour sa part, a montré que le parler bilingue figurait comme code propre de la dyade à l'intérieur des familles de migrants et migrantes. Et encore Lecomte, cette fois avec Mortamé, elles ont reconstruit le seul répertoire congolo-français d'une certaine Béatrice, élève en classe d'accueil. Enfin, dans son projet de thèse depuis 2013, Suzy Telep étudie les pratiques langagières de jeunes adultes camerounais à Paris. Et c'est tout. Malgré le fait qu'il existe des groupes de migrants et migrantes originaires de l'Afrique subsaharienne dans chaque ville de France, et que le projet d'une société européenne de migration nécessite une compréhension de tous les groupes sociaux qui la constituent. Pour contribuer à cette compréhension, les problématiques de ma thèse sont: comment les migrants et migrantes de la République du Congo vivent-ils, et elles, la migration ainsi que leur nouveau cadre de vie? Et quelles conséquences ces expériences ont-elles sur leur répertoire langagier? Ces problématiques sont basées sur les prémices d'une approche qualitative et ethno-sociolinguistique qui se sert de la subjectivité des sujets afin de comprendre et reconstruire leur point de vue. La migration est considérée comme une rupture qui catalyse des changements qui ont généralement lieu dans d'autres contextes. Et le plurilinguisme est conçu comme répertoire de ressources que les sujets acquièrent, s'approprient, retravaillent et emploient dans la vie sociale ou son émergence. Ou, comme Plummert et Bacchus ont écrit, Repertoires are the real language we have and can deploy in social life. Pour la rédaction de la thèse en français,
j'ai décidé d'utiliser la notion de répertoire langagier et non de répertoire linguistique. Car passer du linguistique au langagier, c'est prendre en compte les processus de production des discours en intégrant les paramètres situationnels et humains. Et comme nous avons vu dans l'exemple empirique, c'est ce côté situationnel, humain et social qui joue un rôle non négligeable dans les restructurations des répertoires langagiers. Historiquement, la notion de répertoire est attribuée à Gumpert, qui l'a conceptualisé comme verbal repertoire et linguistic repertoire. Depuis cela, on parle de répertoire linguistique, répertoire verbal, répertoire plurilingue, répertoire discursif, répertoire de langue, répertoire communicatif, ou tout simplement de répertoire X. Et malgré le fait que le répertoire soit devenu un concept clé, il est le plus souvent abordé d'une manière assez floue, rarement accompagné d'une définition, comme l'a montré Rosen. Alors qu'autrefois, on attribuait le répertoire surtout à une communauté dite linguistique. Depuis les travaux de Heinz et Gumpert, on étudie de plus en plus les répertoires individuels, car on considère que les groupes sociaux sont de plus en plus hétérogènes et que les mêmes points de départ et des itinéraires comparables peuvent créer des divergences considérables. C'est aussi une des raisons pour lesquelles l'étude des réseaux sociaux a pris une importance croissante, souvent inspirée de Milroy. Avec l'avènement de la superdiversité, notion inventée de Vertovec, qui synthétise les grands changements de la postmodernité dus à l'intensification et à la diversification des mouvements migratoires, ainsi qu'au développement et la diffusion des technologies d'information et de communication, des chercheurs tels que Blommaert, Backus et Bush ont vu la nécessité d'une actualisation du concept de répertoire. Blommaert et Backus ont accentué la fonctionnalité des ressources biographiquement organisées. Bush, pour sa part, a insisté sur les aspects de la déconstruction et la normativité inspirée de Derrida et Butler. Ce sont ces conceptions qui sont à la base de ma conception des répertoires langagiers, qui sont l'ensemble des ressources linguistiques individuellement et biographiquement organisées, ce qui implique aussi les savoirs linguistiques, la conscience des registres, les attitudes et les représentations. Ainsi, les répertoires sont dynamiques et retracent les biographies linguistiques, ce qui en fait des ressources fonctionnellement distribuées qui se montrent dans l'habitus et qui permettent d'endosser des rôles. C'était Pille, Ludi et Grosjean qui ont été parmi les premiers à parler de restructuration du répertoire. D'autres l'ont appelé réorganisation, reconfiguration, réajustement, actualisation. Hier, j'ai entendu mutation ou tout simplement changement. Il s'agit de l'évolution du répertoire langagier dans le temps. Cette restructuration s'effectue sur tous les niveaux, de manière non linéaire et interdépendante. Comme les ressources sont fonctionnelles, elles sont liées à des situations d'interaction ou d'apprentissage qui sont situées dans un contexte précis, nécessitant des registres adéquats. Pour l'apprentissage, je suis la distinction de Anna Weyrich entre apprendre pour les unités peu complexes, appropriation au sens de Castellotti pour les structures complexes qui s'enracinent, et l'élaboration de langue au sens de masse pour appropriation de registres complexes qui se greffent sur les structures de base. Cette élaboration de langue est comparable à la fonction interprétative de Ludi et Pille, qui postule que les éléments, avant tout culturels, déjà là, servent dans la construction de traits nouveaux et inversement. L'un interprète l'autre. Mon approche consiste à reconstruire les processus de restructuration à partir de biographies langagières, réseaux sociaux, construction discursive et façon de parler. Étudier un tel objet de recherche complexe nécessite une méthodologie adéquate,
qu'on peut diviser en 3 phases se chevauchant partiellement. L'assemblage des observables, leur traitement et leur analyse. Pour l'assemblage des observables, j'ai réalisé ce que Marcus appelle une multi-sited ethnography, avec 2 recherches sur place, en 2010 pendant 6 mois en Lorraine, et en 2017, 1 mois au Congo, dans la République du Congo. Pendant ces recherches sur place, j'ai effectué des observations participantes, des entretiens, et j'ai tenu un journal de bord qui joue un rôle important dans la réflexion en général, et en particulier dans les postures, entre autres ethnographiques et postcoloniales. Ensuite, ces observables ont été traités et analysés. J'ai fait la transcription en utilisant le GAT, le système de traduction standard en Allemagne, que j'ai adapté pour les spécificités d'un français oral, comme nous avons vu au début de cette présentation. Pendant la transcription, j'ai assemblé des impressions de transcription que j'ai catégorisées et codées à l'aide d'une analyse ancrée. Et maintenant, je me sers d'une analyse de discours pour reconstruire les restructurations à partir de biographies langagières, de réseaux sociaux et pour les mettre en rapport avec les façons de parler. Comme je suis en plein milieu de ce travail, je ne peux pas encore vous présenter les résultats finaux, mais je voudrais vous présenter quelques tendances de restructuration. En arrivant en France, le répertoire langagier des Congolais et Congolaises est composé de français et d'une langue nationale congolaise, soit lingala ou kituba. Pour tous et toutes, c'est ça. Certains et certaines ont des compétences dans une langue grégaire congolaise, locale congolaise. Comment l'appeler, ça, on pourrait discuter. J'ai choisi grégaire à ce moment-là. La deuxième langue nationale congolaise, d'autres langues grégaires congolaises et ou d'autres langues européennes. Cela dépend de beaucoup de facteurs, dont l'origine et l'itinéraire de migration. Si nous regardons la situation linguistique du Congo, nous remarquons que le français y est langue officielle. À côté, il y a 2 langues nationales, le lingala et le kituba, aussi appelé munukutuba. Le lingala est dit d'être la langue du fleuve et attribuée au nord, jusqu'à la capitale politique Brazzaville. Et le kituba, la langue du chemin de fer, est associée au sud, et surtout à Pointe-Noire, la capitale économique. Enfin, il y a autour de 72 langues grégaires qui ne figurent pas dans la Constitution, mais qui ont encore une certaine importance, surtout en dehors des grandes villes, dans les villages et aussi au sein de familles. Comme nous le voyons sur ce tableau, à chaque étape de la migration, les régimes de langue diffèrent, surtout si la migration se fait du village congolais à la ville, à une capitale, et de là jusqu'en Lorraine. À chaque endroit, il y a d'autres régimes de langue sur une échelle plutôt macro. Sur une échelle micro, comme dans une famille, un réseau d'amis, au sein d'associations, dans les communautés diverses, le quartier, au public et à l'école, l'université et au travail, cela peut encore être différent. Toutes ces situations exigent au moins une réévaluation du répertoire et souvent une restructuration pour qui veut, comme nous l'avons vu au début de cette présentation, dans l'exemple d'Arnaud, participer à la vie sociale et faire émerger sa voix. Voici la bibliographie de la présentation. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Peter. Donc, nous aurons à revenir avec le public sur beaucoup de questions que vous avez soulevées, qui renvoient donc à la rencontre entre les langues dans des contextes socio-culturels différents, aux stratégies d'assimilation pour se fondre avec les autres et être
accepter d'eux. Les questions de fond sur effectivement l'évolution des langues, de leur répertoire, des lexiques. Et peut-être, on y reviendra sur la question des valeurs finalement, parce qu'une langue est un véhicule des valeurs et comment aussi avec le temps, avec la transposition dans la géographie, parfois dans le temps, quid de ces valeurs-là, dans leur continuité, dans leur changement, ou alors dans l'acquisition d'autres valeurs à la rencontre d'autres personnes. Alors, on continue en Afrique d'une certaine façon, mais là, on retraverse, n'est-ce pas, la Méditerranée. On va donc au Burkina Faso. Je vais suivre les recommandations de Sarah Bougnin, cinéaste et écrivaine, qui est intervenue ici et qui disait que quand on parle, il faut dire d'où l'on parle, de là où l'on parle. Je suis de là-bas et d'ici. Je suis né du multilinguisme et du multiculturalisme qui m'ont construit et fait de moi ce que je suis, même si je ne sais pas vraiment qui je suis. Je vais donc ici parler du multilinguisme et du multiculturalisme dans le pays d'où je viens, qui est, comme vous l'avez dit, le Burkina Faso. Un pays Pardon. Ok, excusez-moi. Voilà. Donc, un pays à la croisée des chemins de 6 pays d'Afrique de l'Ouest. Un pays qui n'est sans doute pas encore un pays potentiellement émergent, mais un pays paradoxalement très riche de sa diversité linguistique et culturelle qui est constitutive de son identité actuelle. Et en même temps, comme dirait quelqu'un que je ne citerai pas, un pays qui peine à fructifier ce trésor caché dans un domaine clé de son développement, à savoir le système éducatif. Je vais donc vous parler des enjeux de ce qui me semble être les enjeux de l'enseignement bilingue au Burkina Faso. Selon le plan que vous avez sous les yeux, d'abord une petite description de la situation socio-linguistique du Burkina Faso, ensuite un petit détour vers le parcours de l'enseignement bilingue, et enfin ce qui me semble être les enjeux de cet enseignement bilingue au pays des hommes intègres. C'est la signification de Burkina Faso. Le Burkina Faso est donc un pays multilingue avec une soixantaine de groupes culturels, statistiquement très inégaux, et dont les frontières géographiques sont difficiles à identifier. Le moré qui est parlé, comme vous pouvez le voir sur cette mosaïque, par 50% de la population, que vous avez au centre dans la partie grise, et les autres langues représentées par 50% de la population. 3 grandes familles de langues sont représentées, les langues mandées, 17%, les langues gour ou voltaïques, majoritaires, 63%, et les autres qui sont des langues ouest-atlantiques. Nous parlons de langues et non pas de dialectes, puisque la plupart de ces langues ont elles-mêmes des variétés dialectales. Et puis, depuis la fin du 19e siècle, une langue de la famille des langues indo-européennes s'est rajoutée, le français, et qui va occuper une place de choix dans cette situation socio-linguistique. Dans cette situation socio-linguistique, nous avons une relation très importante entre les langues d'origine africaine et le français, caractérisée par une diglossie persistante. Ce que j'entends par diglossie ici recoupe au moins 3 paramètres. Ce sont des langues en situation de contact qui sont en concurrence les unes avec les autres, en fonction des circonstances sociales, des situations de communication, mais des langues qui sont dans une situation conflictuelle dans la mesure où il y a une hiérarchisation.
Cette diglossie, on peut la constater aussi bien dans la Constitution, dans la vie quotidienne, que dans le système éducatif. Dans la Constitution, on pourrait dire que la Constitution voltaïque puis burkinabé passe de la reconnaissance du monolinguisme à l'existence du multilinguisme. Dans la première Constitution, comme vous le voyez, la langue officielle est le français. Donc aucune mention de langue locale qui n'ont donc pas de statut, même si elles sont tolérées, notamment à la radio. À partir de la deuxième Constitution, et cela n'a pas changé, la langue officielle est le français, mais une loi fixe les modalités de promotion et d'officialisation des langues nationales. Il existe donc des langues nationales. Toutes les langues d'origine africaine au Burkina Faso sont considérées comme des langues nationales. Et en principe, il n'y a pas de hiérarchie entre ces langues nationales. Il n'y a pas de hiérarchie, mais 3 langues sont favorisées, le moré, le djoula et le peul, dans le but de recouvrir tout le territoire burkinabé. Dans la vie quotidienne, qu'est-ce qu'on remarque? Une diglossie marquée également à travers une répartition fonctionnelle, situation formelle pour le français, situation non formelle pour les langues d'origine africaine. Donc, je vais parler maintenant de langue nationale. Dans la vie quotidienne, en plus de cette répartition fonctionnelle, vous avez une valorisation du français au détriment des langues nationales dans ce que j'appelle les représentations épilinguistiques des Burkinabés. Nous passons au système éducatif. Qu'en est-il du système éducatif burkinabé? Là encore, le français l'emporte sur les langues nationales. Depuis la loi d'orientation de l'éducation 1996, vous avez cette présentation de l'éducation formelle avec une éducation de base en 2 temps. En 2 temps pour les villes, parce que l'éducation préscolaire ne se trouve que dans les villes essentiellement. L'enseignement secondaire, l'enseignement professionnel, l'enseignement universitaire et la langue de scolarisation est le français. L'éducation non formelle qui se retrouve dans les zones rurales ou périurbaines avec des structures différentes, des centres permanents d'alphabétisation et de formation, des centres de formation des jeunes agriculteurs, des centres d'alphabétisation de la petite enfance et les écoles coraniques. Avec cette particularité que dans les écoles coraniques, c'est l'arabe qui est langue d'enseignement et dans les autres, les langues nationales. Et puis nous avons en bas du tableau 3 centres notamment qui accueillent des adultes et des jeunes non scolarisés en rupture de scolarisation, et c'est là que seront expérimentées les modalités de ce qu'on appelle un bilinguisme de transfert qui va prendre en compte les langues nationales. J'en arrive maintenant à l'enseignement bilingue au Burkina Faso. On peut le caractériser dans son parcours en disant qu'on est passé d'un monolinguisme absolu vers une éducation bilingue en devenir seulement. D'abord, quelques repères dans l'histoire de cet enseignement bilingue. Nous avons 3 grandes étapes, 4 étapes, excusez-moi. La première étape, le français. Première décennie, 1960-1970, le français, seule langue reconnue et utilisée dans le système éducatif formel. L'étape 2, des années 70 à 80, on a l'irruption des langues nationales dans l'enseignement, mais avec un partage des rôles, le français à l'école classique, et les langues nationales pour l'alphabétisation. Mais grâce à la conjonction de plusieurs facteurs, dont la Constitution, nous avons vu en 1978, qui reconnaissait les langues nationales, grâce à l'UNESCO, avec son alphabétisation fonctionnelle, et grâce également à des dispositions légales et des créations de structures par l'État sur lesquelles je ne peux pas m'arrêter, donc par voie de décret, et qui va organiser l'alphabétisation et travailler à l'instrumentalisation des langues nationales si importante pour l'enseignement bilingue. Mais il existe toujours cette diglossie persistante dans les discours et dans les faits entre l'enseignement formel, le français, et l'enseignement informel, les langues
nationale. La troisième étape, les années 80 à 90, suite au constat d'échec de l'éducation monolingue depuis 1970, on va assister à une entrée des langues nationales de manière significative dans l'enseignement formel à titre expérimental, avec les 3 grandes langues représentatives du Burkina Faso, Moré, Djoula et Fulfulde. C'est une expérimentation qui s'est réalisée en zone rurale, une réforme qui a été très critiquée par la population pour des raisons qui ont déjà été données tout à l'heure. Une expérimentation brutalement arrêtée par la Révolution. Paradoxe, peut-être pas, mais ce n'est pas notre sujet. En tout cas, un échec apparent. L'étape 4, le début des années 90, la machine de l'éducation bilingue est relancée grâce à l'initiative non concertée de 3 structures que vous avez là. L'Institut national d'alphabétisation, une association qui est soutenue par l'ONG suisse OSEO et sa méthode Alpha, méthode d'apprentissage du français à partir des acquis de l'alphabétisation en langue nationale, et puis une association Tintouan du côté des langues gourmandché avec une méthode qui porte le nom de Tintouan. L'apprentissage du français à partir des langues nationales à destination d'un public dans le cadre de l'alphabétisation. L'enseignement bilingue a donc commencé dans le cadre de l'enseignement non formel. Il faudra compter sur les États généraux de l'éducation en 1994 et plus tard sur la loi d'orientation 1996 qui encourage le recours aux langues nationales pour voir se mettre en place, enfin, des projets d'expérimentation de l'enseignement bilingue à l'école, l'enseignement formel. Il existe donc 2 grands espaces d'expérimentation de l'enseignement bilingue au Burkina Faso, à savoir l'éducation non formelle et l'éducation formelle que je vais développer, et ensuite 2 modalités d'intégration de ces langues nationales. D'abord, dans l'éducation, dans l'éducation non formelle, nous avons un certain nombre de centres qui vont s'occuper de l'enseignement bilingue. Je les fais défiler parce que je ne vais pas les commenter pour des raisons de temps. Quels que soient les centres que vous voyez ici, ils ont des points communs que je vais mettre en relief. L'origine de ces centres d'enseignement, d'alphabétisation, d'enseignement non formel, leur origine vient de demandes sociales d'éducation. Donc c'est la population qui a manifesté le désir d'apprendre le français, des gens qui n'ont pas été scolarisés, qui avaient cette envie-là. Un autre point commun, c'est la participation communautaire. Les communautés qui en font la demande participent d'une manière ou d'une autre, plus ou moins, à ce projet. Ces centres sont des passerelles entre l'éducation non formelle et l'éducation formelle. Ces centres ont pour vocation de réduire les disparités entre les sexes. Ils essayent de veiller à une égalité entre garçons et filles. Réduire également les disparités entre les régions. Mais ces expériences ont été menées dans des zones rurales qui étaient désertées par l'école classique. C'est un enseignement bilingue qui se fait dans l'ensemble autour de 7 langues nationales qui sont concernées. Pour l'éducation formelle, nous l'avons vu tout à l'heure, ce sont les États généraux donc, qui ont permis de s'intéresser à cet enseignement bilingue qui va être pratiqué dans l'enseignement formel à travers 3 structures. La structure CBN1 de Tintoua. L'association Tintoua avait 2 formules. Une formule pour les adultes alphabétisés qui n'avaient pas vocation à aller dans l'école classique, et puis une structure un peu plus tard pour les jeunes enfants et les enfants qui, eux, avaient vocation à rejoindre l'école classique plus tard. Donc c'est cette structure qui s'appelle CBN1 Tintoua. Les écoles primaires bilingues de type OSEO avec leur méthode Alpha, qui privilégie le bilinguisme simultané, on en reparlera tout à l'heure, et puis les écoles satellites. Alors les écoles satellites, c'est une expérience qui a été menée
par le ministère de l'Éducation de base avec un soutien financier de l'UNICEF qui concernait le milieu rural où on note l'absence d'écoles classiques. En quoi ça consistait? C'était une méthode d'enseignement bilingue qui, pendant les 3 premières années de l'école primaire, utilisait les langues nationales en introduisant progressivement le français. Mais dès la 4e année, les élèves devaient être transférés dans ce qu'ils appelaient une école mère pour le reste de l'école primaire en français exclusivement, ce qu'on appelle le bilinguisme soustractif. Quels que soient les centres, les 3 centres dont l'expérimentation a été transférée dans l'école formelle, il existe des formules de scolarisation bilingue qui ne sont pas les mêmes. Je retiens ici 2 modalités d'intégration. Vous avez les modèles d'enseignement soustractif et les modèles d'enseignement additif. Ce qu'on appelle bilinguisme soustractif consiste à utiliser les langues nationales dès le départ, mais à les abandonner progressivement. L'objectif final étant la maîtrise du français. On trouve des expressions synonymes, modèle de tremplin, de transition, bilinguisme successif, etc. C'est le modèle qui est privilégié par les écoles satellites. Et puis on a le bilinguisme additif, qui est un modèle dit de maintien, le bilinguisme simultané, où on utilise simultanément dès la première année les langues nationales et le français. Mais compte tenu des contraintes du système éducatif burkinabé, comme vous le voyez, à la 3e année, vous avez encore 50% de temps consacré aux langues nationales, et puis on a une diminution drastique à partir de la 4e, de la 5e année, en raison des examens nationaux qui ne tiennent évidemment pas compte de ces acquis de l'enseignement des langues nationales. Maintenant, je passe aux enjeux. Il me reste combien de minutes? 4-5 minutes, d'accord. Merci. En ce qui concerne les enjeux, je dirais que dans la diversité... 2 minutes, parce que c'est... 2 minutes, d'accord. L'objectif de l'enseignement bilingue, pour moi, c'est qu'il permet de toucher, de prendre en charge le plus loin possible l'éducation, la scolarisation du plus grand nombre possible de Burkinabés. Et puis qu'il permet également de résoudre une anomalie, à savoir que on est dans un pays intrinsèquement multilingue et le système éducatif est totalement monolingue, qui plus est en français. Donc, cet enseignement bilingue a pour vocation de faire du français des langues nationales des langues partenaires et non pas des langues en concurrence. De nombreux défis sont à relever en raison des enjeux de cet enseignement bilingue. Ces enjeux, je les ai classés de la réussite scolaire à la gestion du pouvoir d'État. Les expérimentations de l'enseignement bilingue ont montré que l'enseignement monolingue était synonyme d'échec scolaire, d'abandon et de traumatisme pour un certain nombre d'enfants dans les villages, alors que l'enseignement bilingue permettait de pousser la scolarisation plus loin, donner des taux de réussite satisfaisants, même si dans le temps, ils ne sont pas stabilisés pour des questions de structure. Et puis apprendre une langue étrangère à partir de savoirs fondamentaux, à partir des acquis d'une première langue, permet d'obtenir de meilleurs résultats. Il y a également des enjeux économiques. Des enjeux économiques, à savoir un effet positif sur l'économie, puisque cela permet de faire en sorte qu'un plus grand nombre de Burkinabés participent au développement économique dont les codes sont de plus en plus complexes. Une accessibilité économique à court et moyen terme pour les parents, mais également pour l'État. Du point de vue sociolinguistique, la réduction du fossé entre le système éducatif monolingue et les réalités socio-culturelles des élèves, la réduction du fossé entre les élites pétries de langue française, cela a été évoqué dans certaines présentations, et une grande partie de la population qui en est exclue par l'école classique, notamment les paysans.
deux finalités. On distingue en règle générale deux finalités d'une langue de scolarisation, l'insertion scolaire et l'intégration sociale. Si le français permet l'insertion scolaire, ce sont les langues nationales qui, la plupart du temps, vont permettre l'intégration sociale. Et enfin, dans les enjeux socio-culturels, on a, avec l'enseignement bilingue, la réduction de la diglossie langue française, langue nationale, dans la vie quotidienne, avec une valorisation des langues nationales. Des enjeux politiques, parce qu'il y en a, c'est la participation réelle aussi du plus grand nombre de scolarisés et d'alphabétisés à la vie démocratique à l'occidental, dont on ne peut avoir les codes si on n'a pas été scolarisé ou alphabétisé. Et puis, pour moi, l'enseignement bilingue peut permettre de sortir tous ensemble de ce que j'appelle le complexe colonial. À savoir que, avec l'enseignement bilingue, on redonne une certaine importance à nos langues nationales qui sont porteuses à la fois de modes de fonctionnement, mais également de valeurs dont la société a besoin aujourd'hui au Burkina Faso, en Afrique, mais également dans le reste du monde. Je vous laisse conclure. D'accord. Donc, il me restait à vous parler de la nécessité d'une planification linguistique, mais je pourrais y revenir dans la conclusion, parce que l'enseignement bilingue ne peut réussir que s'il y a une vraie volonté de planification linguistique. Et donc, pour conclure, je dirais qu'il est urgent de prendre à bras le corps la question complexe mais incontournable de l'enseignement bilingue, parce que le système éducatif monolingue est à bout de souffle, est très coûteux et source de fractures socio-culturelles. Le temps où on pouvait envisager de se détourner du français, langue coloniale, ce que certains auraient souhaité, pour se tourner exclusivement vers les langues nationales, me semble bien révolu également. Il me semble donc plus raisonnable, plus cohérent et plus bénéfique de tenir les deux bouts constitutifs d'une des richesses du Burkina Faso, ses langues nationales et le français. Une des manières de le faire consisterait à développer l'enseignement bilingue selon des modalités multiples adaptées aux besoins de la nation, mais également, et c'est important pour moi, aux besoins des populations. Pour en arriver là, le Burkina Faso a besoin d'une vision, d'une volonté politique, d'une ambition politique qui est aujourd'hui absente. Et on sait pourquoi, mais qui pourrait revenir dans la gestion des affaires de l'État. On se rappelle une certaine nuit du 4 août 1983, donc le Burkina Faso est capable de renaître de ses cendres. Et je voudrais terminer sur une note d'espoir pour dire que le Burkina Faso a peut-être la chance de ne pas faire partie des pays émergents ou potentiellement émergents. Si émerger, c'est être dans la dépendance du marché, souvent au détriment de l'humain. Puisse-t-il avoir le courage de puiser dans les richesses de ces nombreuses langues, cultures, langue nationale, mais également langue française, l'énergie créatrice nécessaire pour tracer à son rythme les voies de son épanouissement, j'ai envie de dire, loin des boulevards si tentants de l'émergence économique. Je vous remercie. Merci, M. Sommet. Il y a toujours la frustration dans les colloques parce que tous les sujets, toutes les interventions sont extrêmement intéressantes, mais on est obligé de jouer la montre contre le temps. Alors, donc, je passe maintenant la parole à Seboumdian Ben Mousset, qui va nous parler du discours épilinguistique des jeunes Algériens à l'université. Merci. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, bonjour. Tout d'abord, permettez-moi d'exprimer ma joie d'être pour la première fois à l'Université Paris Diderot. Permettez-moi aussi de remercier le comité organisateur pour l'accueil chaleureux, pour l'organisation parfaite et surtout pour le choix de la thématique qui touche l'Afrique dans sa dimension pluridisciplinaire. C'est d'ailleurs cette thématique qui m'a encouragé à postuler pour ce colloque. Madame Abbassi, ou Hammi Abbassi Amal, donc qui devait co-présenter avec moi
et qui présente toutes ses excuses de ne pas pouvoir être parmi nous pour des raisons familiales, a préparé justement une thèse de doctorat sous ma direction, donc sur les politiques linguistiques. Elle est actuellement maître de conférence et responsable de la filière de français au département des langues étrangères à l'université de Tlemcen. Il s'agit dans ce travail d'une enquête que nous menons au sein du laboratoire d'Ilan-Dimet que je dirige et qui touche les discours épilinguistiques en milieu universitaire. Pour chaque travail, donc, il y a des objectifs à tracer. Alors, en ce qui nous concerne, donc, nous avons misé sur 3 opérations. Donc, réfléchir sur la nature des politiques linguistiques, vérifier l'impact des politiques linguistiques sur les représentations des jeunes universitaires et déceler les différentes représentations des jeunes universitaires sur les langues. Donc nous allons voir un petit peu comment regardent ces jeunes universitaires les langues que nous utilisons, c'est-à-dire au sein de la société algérienne. Alors, ces objectifs nous amènent à poser les questions suivantes. D'abord, il faut nous interroger sur les caractéristiques qui touchent les politiques linguistiques en Algérie. Ensuite, il faut voir quelle est la nature des représentations que les jeunes universitaires ont vis-à-vis des langues, du paysage linguistique algérien qui est riche. Et enfin, quel est l'impact des politiques linguistiques sur les représentations sociolinguistiques des jeunes universitaires. Là, j'ouvre guillemets pour dire que les politiques, des fois, orientent les représentations des uns et des autres. Alors, pour l'ancrage théorique, donc, je ne vais pas rentrer dans les définitions de la constellation, c'est-à-dire conceptuelle, à savoir politique, planification, aménagement, glottopolitique, etc. Donc je ne retiens ici que la définition donnée par Louis-Jean Calvé, donc qui est la suivante: la politique linguistique est la détermination des grands choix en matière de relations entre langue et société. C'est vrai que sa mise en pratique est la planification, mais là, ça n'est pas notre propos. Toujours, on reste dans l'ancrage théorique. La typologie politique contribue à la compréhension des mécanismes des politiques linguistiques. Et là, j'ai misé sur une typologie basée sur la politique d'assimilation ou la politique assimilationniste, donc qui converge vers le discours des conservateurs, la politique soustractive, donc qui est un discours anthropologique, et surtout donc la politique pluraliste, donc qui a un discours des technocrates. Et toujours en ancrage théorique, donc ce travail est considéré comme une réflexion sur la situation linguistique en Algérie et surtout une explication des différents enjeux, leurs causes et les conséquences sociales et politiques qui en découlent pour chacune des 4 langues en présence dans le pays. Donc, pour pouvoir comprendre cela, donc, il va falloir commencer par expliquer le paysage linguistique. Donc, je l'ai réduit à 4 pour la simple raison que ces 4 langues sont utilisées dans l'usage du quotidien. Et je commence par l'arabe, considéré comme la langue officielle, la langue nationale et officielle donc de l'État algérien. Donc cette langue est enseignée dans les écoles, dans les universités. C'est vrai que l'arabe
est enseigné jusqu'au baccalauréat, mais à l'université, ça ne concerne que les filières sociales et humaines. Alors, l'arabe dialectal, donc c'est une variété qui en découle, mais elle est considérée ou elle est parlée par la majorité silencieuse de la société, comme le préfère ou qu'on préfère l'appeler Fodel Sherigan, donc un sociolinguiste algérien. Donc l'arabe dialectal, c'est la langue maternelle de la majorité des Algériens. Et pourtant, elle n'est pas reconnue par le régime algérien. Tamazight, une autre langue maternelle d'une frange de la société algérienne. Cette langue a plusieurs variétés. On en a compté 14. Donc, on verra après comment cette langue est perçue par les étudiants algériens et enfin le français. Cette langue qui pose problème au sein de la société algérienne. Elle est utilisée dans l'administration, elle est utilisée dans les médias, elle est partout. On lit les journaux en français et pourtant, cette langue est considérée sur le plan officiel comme une langue étrangère numéro 2, c'est-à-dire après l'anglais. Donc je vais m'attarder sur cette langue plus tard. Et ensuite, donc, l'anglais, langue étrangère et autres langues, espagnol et italien, donc qui sont choisis par des élèves et des étudiants, c'est-à-dire au sein de leur cursus. Alors, quelles sont les principales politiques linguistiques prises par l'État algérien ? Donc, depuis l'indépendance et jusqu'à maintenant, l'Algérie a connu une succession de politiques linguistiques. Et je commence par le choix de l'arabe, pour ne pas dire que cette langue a été imposée. Elle est sur le plan de l'écrit, comme l'a si bien décrit donc M. Haïdar, c'est-à-dire lors de sa présentation. Donc, elle est l'unique langue officielle. Donc, elle est nationale et officielle de l'État. Elle est utilisée uniquement que sur le plan de l'écrit. C'est vrai qu'on l'utilise dans les prêches religieuses, on l'utilise dans les masses médias, mais jamais, c'est-à-dire entre les locuteurs. La deuxième politique linguistique. Pardonnez-moi, oui. On va essayer d'accélérer un petit peu. Oui. Parce que l'heure tourne. Il y a le repas oui, la suite. C'est vrai que. Passer la deuxième. Passer le dernier, donc c'est lui qui paye les pots cassés. Alors, réduction, donc, deuxième chose, c'est la réduction de la diversité linguistique en place. Là, j'entends parler donc de la réduction du français. À un moment donné, il était la langue du savoir, la langue de l'enseignement, et le régime algérien donc a pris c'est-à-dire la disposition, c'est-à-dire de le mettre en langue étrangère. Donc il y a aussi, il a pris une décision de ne pas considérer les langues maternelles, à savoir la langue, l'arabe dialectal et le tamazight. Et enfin, j'ai mis exprès cette politique en bleu, c'est-à-dire donc l'État algérien, cette fois-ci, il a été courageux. Donc, il a d'abord pris les choses en main, c'est-à-dire en reconnaissant dans un premier temps le tamazight comme langue nationale et
ensuite comme une langue officielle récemment, c'est-à-dire l'année dernière. Donc pour moi, c'est une ouverture, c'est un projet démocratique que nous devons soutenir. Alors, les hypothèses de recherche, donc, c'est vrai que les politiques tendent à influencer, à forger les représentations. Les politiques linguistiques ne modifient pas les pratiques langagières. Les représentations seraient ambivalentes. Donc, je passe. Alors, pour le protocole d'enquête, donc, nous avons misé sur une population qui contient donc 60 jeunes étudiants, donc inscrits tous à l'université de Tlemcen, et dont l'âge varie entre 18 et 24. Donc l'échantillon est représenté par des informateurs arabophones, francophones et berbérophones. Alors les 60 interrogés donc, proviennent d'horizons divers. Ils sont répartis en 2 groupes, 30 étudiants inscrits dans les filières techniques, c'est-à-dire qui poursuivent leurs études en langue française, et un autre groupe donc, qui sont inscrits dans les filières qui sont enseignées en langue arabe. Donc les outils d'enquête, donc c'est des enquêtes par entretien et des enquêtes par questionnaire. Donc nous avons élaboré un questionnaire de la manière suivante, donc la première série, deuxième série et troisième série, le questionnaire était composé de 7 à 8 questions. Donc, quelques données qui en résultent. Alors, quelles sont les représentations vis-à-vis de l'arabe dialectal? Donc, nous avons les 2/3 des étudiants questionnés, c'est-à-dire s'opposent à l'idée de faire de l'arabe dialectal une langue d'enseignement à l'université. Vous voyez, c'est-à-dire donc il y a une hégémonie donc de la politique linguistique algérienne sur la prise de décision. C'est notre langue maternelle et pourtant on la haït. Estime que son caractère hybride, c'est-à-dire que le fait d'utiliser la langue, un petit peu de l'arabe classique, un petit peu du français, cette qualité d'être un moyen de transmission des savoirs, pense que son intégration est vue comme une guerre déclarée à la langue arabe, et là aussi donc une mainmise de régime algérien sur la société, pense qu'il porte atteinte aux fondements culturels et linguistiques de la nation algérienne. Alors, des extraits, j'en ai choisi un. C'est une guerre contre la langue arabe, l'identité et nos principes, etc. Mais la majorité des étudiants donc, qui prennent ce langage sont issus du deuxième groupe qui sont inscrits dans les filières sociales et humaines. Alors, quelques qualifiants stigmatisant l'arabe dialectal, donc c'est la langue de la rue, elle est impure, bâtard, charabia, inutile, etc. Et pourtant, il y a plus de 2/3 donc, qui trouvent que l'usage de l'arabe dialectal en salle de cours facilite la communication, aide à débloquer leur handicap linguistique qui les hante et les empêche de progresser efficacement. Et en tant que linguiste, nous avons agi dans ce sens et nous avons dit que le dialecte arabe peut aider les élèves qui sont en primaire, c'est-à-dire donc de s'épanouir et de mieux maîtriser aussi bien le français, l'arabe, le français et le tamazight. Les représentations vis-à-vis de l'arabe classique donc, sont connues. Donc un tiers, dont la plupart, plus de la moitié sont inscrits dans les filières sciences humaines et sociales, pensent que la langue arabe doit retrouver sa place à l'université. Donc des extraits, un extrait, c'est avec une langue sahha, c'est-à-dire forte, que la société évolue avec une langue, non avec une langue que les autres ne comprennent pas. Cette noble langue est la langue qui nous unit, c'est la langue du paradis, du Coran, une langue pure, etc. Donc les représentations vis-à-vis de la langue
française. Et là, je m'y attarde un petit peu. Donc, un tiers des étudiants questionnés préfèrent l'anglais ou l'espagnol au français et trouvent qu'elle est la langue du colonisateur et ne mérite pas sa place dans la société algérienne. Mais elle reste pour beaucoup d'entre eux, c'est-à-dire les 2 tiers, une langue esthétisée, celle de plaisir des mots, noble, pure, musicale, etc. Donc quelques extraits. Quand on parle français, on passe facilement pour insan laraqi, c'est-à-dire noble, classe, on est poli, le français a un vocabulaire qui ne choque pas, etc. Le français est noble et pur, les choses sont claires dans cette langue. Donc, parmi les représentations par rapport à cette langue, donc c'est la langue de l'enseignement au supérieur. Là, c'est-à-dire on est dans le besoin. Donc, 2 tiers des étudiants questionnés confirment que la langue française est la principale langue d'enseignement des matières scientifiques et reste la langue de rédaction des mémoires et thèses universitaires. Pense que la politique linguistique doit être revisitée. Alors, quelques extraits. Donc, vous voyez, donc, quand il s'agit de choses sérieuses, c'est-à-dire là, ils préfèrent la langue française. Je rédige mon mémoire et toute la bibliothèque est en français, surtout que l'enseignement que je suis est en français. Presque toute la documentation nécessaire est en français. Je suis en 2e année master économie de gestion qui est enseignée en langue arabe. Chez nous, on rédige les mémoires en arabe, mais moi, je préfère écrire en français, donc ça m'évite les traductions. Donc, le français est une langue pragmatique. L'importance sur le marché du travail, la langue française est associée au prestige et surtout, donc c'est une langue qui devient un élément de compétence et de réussite. Voilà un autre extrait. Donc, représentation vis-à-vis de Tamazight. Alors, son officialisation récente a tout de même modifié la représentation des étudiants qui trouvent que cette langue a son importance dans la société. Après avoir légalisé, c'est-à-dire après que l'État algérien, c'est-à-dire donc les officialisé. Alors cette cristallisation de Tamazight comme langue de l'identité, de la culture ne les empêche pas d'affirmer son inutilité dans l'enseignement. Bon, pour votre information, donc l'arabe s'enseigne à partir de la première année primaire, le français à partir de la 3e année et le tamazight à partir de la 4e année. Cette année, on l'a étalé sur 38 villes et à partir de l'année prochaine, donc on va généraliser l'enseignement de tamazight sur l'ensemble du territoire algérien. Alors, représentation donc vis-à-vis de la traduction de l'alternance codique. Alors, quand je dis alternance codique, c'est entre l'arabe dialectal et le français, et l'arabe classique et le français. Donc, plus des 2 tiers trouvent que l'alternance du français et de l'arabe est une stratégie d'enseignement efficace, très sollicitée et permet le déblocage des situations ou la transmission des connaissances. Donc, vous voyez que ces pratiques réclamées au supérieur, donc c'est la seule issue pour sortir de l'impasse selon les enseignants. Alors, en ce qui concerne la relation qu'il y a entre, donc on a déjà fait allusion, entre les politiques linguistiques et représentation, c'est-à-dire donc quand il y a une politique linguistique assimilationniste, donc du coup on a des représentations conservatrices, et là, c'est-à-dire l'unification de la langue arabe, etc. Donc la politique linguistique soustractive donc, nous donne des représentations stigmatisantes, donc le dénigrement et surtout la dévalorisation des langues maternelles. Alors récapitulons, là, les représentations sont ambivalentes et aussi entre conservatisme, pragmatique, stigmatisation et cristallisation. Donc les politiques linguistiques façonnent les représentations et impactent grandement les orientations épilinguistiques des étudiants.
La politique linguistique officielle occulte un conflit de représentation qui se dessine sur le terrain, donc par la suprématie d'une langue sur une autre et aussi donc qui prohibe la différenciation inégalitaire. Alors pour conclure, je dirais que des changements radicaux sont en train de s'opérer, c'est-à-dire sur le terrain. Il y a d'abord une prise de conscience de la nécessaire revalorisation des langues et de la diversité chez les Algériens, surtout chez les jeunes. Et ça, c'est un point positif de vouloir creuser là-dessus. Il y a aussi une reconnaissance de la réalité plurilingue, pluriculturelle de la société, chose qui n'a pas été, qui n'existait pas auparavant. C'est-à-dire, donc, pour nous, c'est la langue, la seule langue qui puisse nous unir, c'est la langue arabe. Donc, et c'était, on est allé vers une fausse route et une reconnaissance des atouts, non seulement du bilinguisme, mais aussi du plurilinguisme dans l'enseignement-apprentissage. Donc, ce qui exige une orientation réelle vers une politique linguistique pluraliste et surtout une révision rigoureuse de la politique linguistique éducative en Algérie. Et là, le chemin est long, on reste. Alors, merci beaucoup. Ma question s'adresse à Sommet, Pascal. Merci pour la présentation des informations précieuses, en tout cas sur les processus d'intégration des langues dans le système éducatif formel. J'ai deux questions. La première question est relative au fait que la réforme, une des réformes, je pense que c'est l'enseignement bilingue, a été critiquée par la population. Tu as fait mention de cela en disant que tu ne vas pas revenir là-dessus parce que ça a déjà été expliqué. Je demanderais que tu reviennes. Je veux savoir la raison pour laquelle cette réforme a été critiquée, en tout cas dans le processus d'aménagement linguistique. La deuxième question porte sur la question de langue partenaire. Je crois que c'est un terme qui a été forgé en 2004 à Libreville, à la faveur du mariage ou du concubinage entre le français et les langues africaines. Bon, je n'ai pas encore bien réussi à comprendre ce que ça signifie. Que signifie langue partenaire? Est-ce que c'est comme les sommets qu'on connaît, c'est-à-dire les langues, toutes les langues burkinabées seraient partenaires du seul français? J'avais annoncé deux questions. Je demanderai à poser une dernière. La dernière est plus technique. La dernière, est-ce que tu dis que les langues nationales permettent l'intégration sociale? Ça m'intéresse cette information. Je voulais savoir en quoi consiste cette intégration sociale. Est-ce que c'est sur le marché de l'emploi? Est-ce que... Merci. Bonjour. J'aimerais poser la question à Monsieur Boumediene. Vous avez mentionné qu'en Algérie, on compte 14 variétés d'amazigh. Et vous avez dit aussi que l'arabe dialectal algérien représente la première langue parlée par les Algériens. Je ne sais pas. Donc, est-ce que vous avez, par exemple, est-ce qu'il y a des travaux comme le Maroc pour standardiser l'amazigh, comme il a été mentionné par M. Mahdi Haïdar, et pour les représentations vis-à-vis la langue française. J'étais à Besançon, j'ai trouvé qu'il y a un projet aussi pour la représentation vis-à-vis de la langue française, à la langue française. À Besançon, c'était par M. El-Mbarki en 2015. Donc, c'était en Algérie, au Maroc et au Liban. Je ne sais pas si il y avait le projet là est arrivé à la fin et est-ce que vous avez communiqué les résultats de ce projet-là? Merci. Merci beaucoup. À vous. Voilà, bonjour et félicitations à tous les trois pour ces brillantes communications. Alors moi, ma question s'adresse à M. Peter, d'accord,
qui a travaillé sur, qui travaille, comme il est en cours de rédaction, sur la structuration du répertoire. Donc c'est un sujet qui m'intéresse parce que j'évolue effectivement en sémantique lexicale. Alors j'ai remarqué que dans votre corpus, vous en êtes à une classification, je ne sais pas si c'est la première, fondée sur la nature, l'origine, disons, des termes, c'est-à-dire sur une alternance codique. Hein. Vous avez dit que cela soit les Congolais que vous rencontrez ici en Europe ou bien que vous avez rencontrés au Congo, que le lexique, les différentes lexiques que vous avez rencontrés sont composés de mots en français et de mots dans une langue, d'accord, dans une langue locale. Alors, ma question, c'est est-ce que vous envisagez une description, une analyse morphosyntaxique de ces lexiques fondée sur la catégorie grammaticale, ou bien si aussi vous envisagez une analyse sur la néologie, qu'elle soit formelle ou sémantique. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, vraiment la dernière, s'il vous plaît. Merci. Je voulais saluer l'intervention de Sommet Pascal sur le bilinguisme au Burkina Faso. Il y a peut-être une dimension aussi qui mériterait d'être précisée. Ça veut dire qu'il y a des enjeux, ce n'est pas seulement des enjeux d'apprentissage, mais dans les villages qui étaient éloignés des écoles et pour lesquels, par exemple, les écoles satellites ont constitué une opportunité et d'une certaine émancipation. Parce que, par exemple, pour les villages périphériques, les villages Peuls qui ont bénéficié des écoles satellites, et ça a aidé beaucoup à envoyer les enfants et particulièrement les filles à l'école. Et l'école a cessé d'être le lieu d'un traumatisme pour les parents parce qu'ils étaient rassurés de savoir qu'on n'apprenait pas autre chose à leurs enfants que la langue dans laquelle les familles éduquaient les enfants. Donc, le bilinguisme au Burkina Faso avait des enjeux, pas seulement d'apprentissage théorique, mais d'abord quelque chose en lien avec l'enracinement culturel, avec l'implication des familles et dans la scolarisation des enfants. Et ça, c'est quand même quelque chose d'essentiel parce que nous savons que l'UNICEF, par exemple, a donné un coup de main pour créer ce qu'on appelle l'association des mères éducatives, AME, je crois, ça s'appelait. On a donné même des vélos à des mamans pour qu'elles aillent à l'école, qu'elles participent à la cantine endogène. Donc, c'était vraiment la mobilisation de la communauté éducative. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Je pense que ça mérite d'être mentionné parce que le bilinguisme, ce n'est pas seulement les enfants qui sont à l'école et qui apprennent, c'est toute la famille, toute la communauté qui est engagée dans un processus d'émancipation. Et il me semble que c'était important. Donc, merci pour la présentation. J'ai regretté que tu aies manifesté un peu de nostalgie pour la nuit du 4 août, parce que je pense aussi, il me souvient que la nuit du 4 août a été porteuse d'un désastre pour l'école au Burkina Faso. Pascal. D'accord. Merci. Jacques, je te remercie pour les précisions que tu as apportées. Notamment, ça permet de répondre en partie à la question de l'intégration sociale que permet l'enseignement bilingue. Mais pour cette intégration sociale, on a aussi le fait qu'une langue porte une vision du monde. La langue française porte une vision du monde. Les langues nationales portent des visions du monde. Ces visions du monde ne sont pas les mêmes. Et quand on prend l'exemple des enfants qui sont scolarisés dans l'école classique au Burkina Faso, dans les villages, il y a un fossé entre ce que la vision du monde que la langue française, dans laquelle la langue française fait entrer les élèves, et la vision du monde de ses parents qui ne sont pas du tout scolarisés. Et donc l'enseignement bilingue peut permettre justement de favoriser cette intégration sociale. Pour le concept de langue partenaire, je suis linguiste, je me méfie des mots. Donc j'ai utilisé ici cette expression parce que pour moi ça renvoie à une réalité qui est celle-là, c'est que la langue française et les langues nationales dans l'enseignement bilingue vont se partager le champ du système
éducatif. Comment? Ce sont les politiques linguistiques qui doivent le décider. Et ce n'est pas facile, il faut passer par des choix de langue. Les 60 langues burkinabées ne peuvent pas être des langues partenaires du français dans l'éducation, dans le système éducatif. Il faut faire des choix. Et puis la réforme, concernant la réforme qui a été critiquée dans les années 70-80, c'était la toute première réforme. Je pense qu'elle a été tout simplement mal préparée, qu'elle n'a pas été comprise de la population, qui l'a rejetée. Et c'est une des raisons, je pense aussi, pour lesquelles la révolution burkinabé du 4 août, et ça c'est mon point de vue personnel, on pourra toujours en discuter après, la révolution burkinabé du 4 août a décidé aussi de suspendre cette réforme, mais également pour des raisons d'idéologie, parce que l'essentiel pour la révolution était ailleurs, puisque la révolution a utilisé la langue française justement pour pouvoir faire sortir les populations d'une forme de complexe colonial. Voilà, merci. Peter? Merci pour la question sur l'analyse morphosyntaxique et comment je considère l'employé aussi, je l'employais si j'ai bien compris. Merci beaucoup. C'est en effet une chose qui fera partie un tout petit peu. Comme je m'intéresse au répertoire langagier dans leur ensemble, ressources liées aux situations vécues, donc aux expériences. Et après, il y a le moment de l'entretien, de la conversation, qui fait sortir les façons de parler, en français surtout, parce que mon lingala est limité et les autres langues congolaises, on ne parlera même pas, pour moi. Beauté, c'est un peu presque tout ce que je sais dire là-dedans. Donc, toutes ces interactions se sont déroulées en français, dans une variété orale du français située dans le moment de l'entretien. Et j'ai déjà remarqué les particularités morphosyntaxiques aussi, et je vais les mettre en relation avec d'autres particularités et aux situations d'apprentissage, aux réseaux sociaux aussi, et voir comment diffèrent les itinéraires d'émergence au sein de la communauté, pour synthétiser avec le sujet du colloque, le thème du colloque. Oui, je crois. Ça vous explique un peu? Oui. Merci. Alors, oui. Alors, monsieur. Donc, je ne suis pas spécialiste de Tamazight. Donc, ce chiffre me l'a communiqué un ami linguiste, donc qui fait partie de l'Académie de la Mazérité. Alors, les études ont comptabilisé 14 parlers, à l'image donc du kabyle, du chewi, de tergui, de chlouh, et j'en passe. Donc, il y en a 14. Donc, le problème qui va se poser pour l'Académie amazigh, c'est-à-dire comment unifier tout cela. Parce que l'État algérien a autorisé l'enseignement ou à officialiser l'enseignement de l'amazigh, non pas des parlers d'amazigh. Donc, primo. Deuxièmement, il y a un autre problème qui se pose pour le tamazight, c'est-à-dire son caractère. Voilà, comment il va être écrit. Est-ce que c'est en tefina, en langue à caractère arabe ou caractère latin? Donc, d'après les récentes études, c'est-à-dire tout converge vers les caractères latins. C'est-à-dire ils ont vu la limite des caractères tevina. En ce qui concerne le dialecte, l'arabe dialectal, donc c'est vrai que c'est la langue maternelle, et pourtant, c'est-à-dire donc on la refute. Donc de par la politique linguistique menée par l'État algérien. Primo. Deuxièmement, c'est-à-dire que
tout le monde utilise le dialecte arabe dans les foyers, même au sein des universités, des écoles, etc. Mais il suffit de dire, c'est-à-dire on va l'officialiser, hop, et tout le monde tombe dessus. Alors autant ne pas le dire pour le moment, hein, et laisser les choses telles quelles. Peut-être dans 10 ans ou 15 ans, donc on aura opté pour ce dialecte. Pourquoi il n'est pas standardisé? Donc pour la même raison. Donc il y avait des études qui ont été menées par Abdul Imam, entre autres. Donc il a fait d'excellents travaux dans ce sens. Et c'est vrai que celui qui n'a pas eu l'occasion d'aller à l'école, c'est-à-dire pour apprendre l'arabe littéraire, il lui est difficile de comprendre cette langue. C'est-à-dire, cela veut dire que les deux systèmes commencent à se séparer. C'est-à-dire le degré de l'intelligibilité commence à grandir pour celles et ceux, c'est-à-dire qui n'ont pas eu l'occasion d'apprendre la langue arabe classique dans les écoles. Et merci. Merci beaucoup à tous, à vous les intervenants, aux organisateurs encore une fois. Parce que j'ai pu voir les 3 interventions valident le bien fondé du titre du colloque, les voix et les voix, avec le X, avec le E. Effectivement, il y a des sujets extrêmement sensibles. Nous l'avons bien vu, Monsieur Ben Mousset, quand la politique s'empare et l'idéologie ou la religion s'empare de la question de la langue, ça devient extrêmement difficile pour aborder les choses avec sérénité et esprit scientifique pour rester à la fac. Merci beaucoup.